Les Américains ont une capsule qui permet d'aller faire un tour autour de la Lune et de revenir. Pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas d'alunisseur pour atterrir sur la Lune. Et c'est pas terminé. Il y a des inquiétudes sur le bouclier thermique de la capsule Orion. Même les combinaisons spatiales ont du retard. Et ça va coûter autour de 2 milliards de dollars par vol. Donc c'est très très cher. 4 milliards avec la capsule. Non mais c'est ahurissant. Pendant que la NASA accumule les retards, la Chine avance sur son programme lunaire. Ils sont complètement dans les temps pour réussir à leur objectif qui est de mettre un Chinois sur la Lune en 2030. Vos pronostics, est-ce qu'on va y arriver sur la Lune? Qui en premier? Cyril Van Lerberg, initialement, le retour sur la Lune était annoncé, on s'en souvient, pour 2024. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on n'y est pas? On n'y est pas parce que c'est dur. C'est très très dur. Pourquoi est-ce si compliqué d'y retourner en 2026 alors qu'on y est allé en 1969? Et va-t-on vraiment y arriver? Ce qui s'est passé en 69 et les 5 missions Apollo qui ont suivi sur la Lune, c'est des exploits extraordinaires. C'est vraiment quelque chose qui c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de mort. On est passé tout près avec Apollo 13. C'est vraiment un exploit extraordinaire. Ils ont poussé les techniques à l'époque comme jamais. Ils ont pris des risques de fou. Et voilà, le fait qu'on ne réussisse pas encore 60 ans après ou presque, ça montre aussi que c'est vraiment pas quelque chose de facile. Donc quelque part, ça remet en valeur cet exploit extraordinaire qui a été fait il y a presque 60 ans. Tristan, vous êtes au service Sciences du Figaro. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel stade on en est actuellement de cette mission Artemis qui doit nous permettre de retourner sur la Lune? Alors on n'est pas très loin, il faut dire ce qui est. Les Américains Et on est en retard. Ont eu très en retard. Ils ont une fusée et une capsule qui sont capables d'aller vers la Lune et d'en revenir sans s'y poser. Pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas d'alunisseur. Il y a quand même une partie critique pour atterrir sur la Lune. Oui, donc c'est-à-dire qu'on a la fusée pour aller jusqu'à l'orbite? Jusqu'à l'orbite lunaire et en revenir. Alors il y a même un doute sur le fait qu'on puisse se mettre en orbite autour de la Lune. Pour l'instant, les Américains ont une capsule qui permet d'aller faire un tour autour de la Lune et de revenir. Et il reste à savoir maintenant comment ils vont s'y poser. Ils en sont là. Cette capsule-là, elle a fait l'objet de tests il y a plusieurs années qui ont été délicats. Et c'est pas terminé. Il y a des inquiétudes sur le bouclier thermique de la capsule Orion. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de retard? Quelles sont les contraintes techniques? C'est pas vraiment des contraintes techniques, c'est des difficultés qui sont apparues au cours du programme et que la NASA n'arrive pas à résoudre. La capsule, elle est un peu plus grosse que les capsules Apollo, elle est plus lourde, donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie à dissiper quand on revient sur Terre. Ça fait une énorme différence juste de descendre de la Station Spatiale Internationale dans une capsule Dragon, comme va faire Sophie Edno au bout de sa mission de 9 mois, et de revenir de la Lune avec une capsule de même taille. La vitesse est tellement plus élevée que l'énergie à dissiper par frottement, par chaleur, elle est énorme. Et la technologie de bouclier qui a été choisie par la NASA, qui est un peu différente du bouclier d'Apollo, elle n'est pas si efficace que ça. Ils s'aperçoivent qu'ils ont des points chauds sur la coque, et ça fait des trous dans la protection thermique. Donc il y a même quand même des inquiétudes sur le retour des astronautes quand ils reviennent de la Lune. Et pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas la même technologie de bouclier que sur Apollo? Parce que le programme Apollo s'est terminé en 1972. Est-ce qu'ils auraient eu le savoir pour faire exactement la même chose? A priori, peut-être, mais les commandes sont devenues numériques, les fusées ne sont pas exactement les mêmes. Ils ont essayé de reprendre des éléments de la navette pour faire fonctionner la fusée pour faire fonctionner l'industrie américaine. Ils disaient que c'était un programme optimisé pour les retours politiques et pas pour retourner sur la Lune. Le but, en fait, c'est de maintenir en vie l'industrie américaine. Donc tous les choix ont été faits pour des raisons politiques plus que pour des raisons techniques ou technologiques. C'était de trouver quelque chose à faire à ces industries. Quand on part comme ça, on n'optimise pas vraiment le calendrier, on n'optimise pas son ingénierie. Il y a une dizaine d'États, en fait, aux États-Unis, où sont basées les industries spatiales qui avaient fait la navette, d'abord les programmes Apollo, puis les navettes spatiales. Et c'est pas un hasard, parce que les représentants au Congrès et les sénateurs de ces 10 États sont ceux qui sont dans la commission espace, commission qui vote les budgets de la NASA tous les ans. Et donc si on dit la Louisiane, dans la Louisiane, ils faisaient les réservoirs centrales de la navette. Si on dit, non, finalement, on n'a plus besoin de réservoir central, l'industrie spatiale de la Louisiane, c'est 10 000 emplois qui ferment, des usines qui ferment. Pour les électeurs, c'est une catastrophe. Et donc, on est sur des choix industriels qui sont définis par des objectifs politiques. Et donc, on a un programme spatial, en fait, on reprend les mêmes industriels que la navette, juste pour des raisons électorales, comme l'a dit Tristan. C'est parce que ces sénateurs et ces représentants sont hyper influents. On voit la NASA comme des gens assez, qui rêvent des étoiles et qui veulent faire le
le mieux possible pour retourner sur la Lune. Ils partent avec des contraintes industrielles qui sont quand même très lourdes. Les combinaisons ne sont même pas prêtes. Ça, je pense que c'est un détail frappant sur lequel j'aimerais revenir. Je trouve que ça symbolise bien, quand on parle de retard, la situation dans laquelle est ce programme-là. Même les combinaisons spatiales ont du retard. Ça, il faut m'expliquer, parce que les combinaisons spatiales, il y en avait dans Apollo, elles fonctionnaient très bien. Ouais. Pourquoi on ne prend pas les mêmes combinaisons, en tout cas la même technologie? Alors elles fonctionnaient, mais elles ne fonctionnaient pas si bien que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gestes sur les missions lunaires qui étaient impossibles à réaliser dans les scaphandres qu'ils avaient. Et notamment, ils avaient une mobilité du torse qui était hyper contrainte. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit quelques images, quelques vidéos, on voit les astronautes qui essaient de récupérer un objet par terre. Et là, c'est une espèce de balancement, c'est bibendum qui essaie de se pencher sur le côté pour essayer de pencher le bras et d'attraper. Ils n'arrivaient pas à se plier, à se pencher vers l'avant. Donc là, l'objectif de la NASA, on dit on va quand même essayer de faire mieux qu'Apollo, une combinaison mieux foutue, avec plus de mobilité, plus de souplesse. Et c'est ce qui est en train de se développer. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Axiom Space. Et donc, ils ont effectivement un scaphandre qui permet beaucoup plus de gestes, beaucoup plus de mobilité bien plus fine. Alors, mais il y a un prix. C'est que ce scaphandre, il est beaucoup plus lourd que celui d'Apollo. Donc il se retrouve avec quelque chose de plus mobile, mais plus fatigant, qui va rendre chaque sortie plus difficile et plus usante pour les astronautes. On a beau avoir 1/6 de la gravité terrestre sur la Lune, c'est vrai, on voit les astronautes quand ils se déplaçaient par petits bonds, alors, ils ont une sensation de légèreté qui a l'air incroyable, alors qu'ils ont quand même plus de 50 kg sur le dos. Là, il faudra les imaginer avec plus de 100 kg sur le dos. Alors certes, la gravité est plus faible, mais l'inertie, l'effort qu'on doit faire pour arrêter, par exemple, stopper un mouvement, est la même que sur Terre. Donc quand on imagine un sac à dos avec 50 kg, on court et on s'arrête, et ben il y a un effort à faire pour éviter que les 50 kg ils continuent leur... Et ben c'est pareil sur la Lune. Là, c'est des contraintes de la NASA. La NASA avait dit on veut plus d'autonomie, donc on va doubler les réserves en gaz, en oxygène, en fluide et en électricité à bord des scaphandres. C'est le genre de contraintes. On sait faire, mais ça reste compliqué, ça reste un environnement qui est vraiment extrême. Est-ce qu'on peut l'évaluer, ce retard? 2024, on n'y a jamais vraiment cru à l'époque. C'est l'annonce de Trump avant tout. Prévu, une annonce de Trump, et finalement il n'a pas été réuni. Donc bon, bref. Et il suffirait que Artemis 2 rencontre un problème prochainement pour que le programme prenne alors là des années de plus de retard, voire soit annulé. Je ne sais pas comment vivrait l'opinion publique américaine avec la mort. Artemis 2, on n'en a peut-être pas parlé, c'est cette mission qui va aller faire le tour de la Lune avec 4 astronautes, donc dans la capsule Orion, qui décolle sur la fusée SLS, donc qui est la fusée lunaire développée par la NASA par des éléments de navette. On reconnaît les couleurs qui étaient celles de la navette, le réservoir central, orange, très orange, des immenses boosters à poudre sur les côtés qui sont blancs. Bon, il n'y a pas une navette au sommet accolée à tout ça, mais il y a une capsule qui est blanche au sommet et qui est cette capsule Orion. Il y a un petit cocorico quand même européen. Le module de service qui est sous la capsule, il est fait par l'Europe. Donc ça, c'est pas mal. C'était un des... Il fonctionne, lui, au moins? Il fonctionne très bien. Pendant la mission Artemis 1, c'était succès total. Et je crois qu'ils sont très contents à la NASA. Alors justement, ce lanceur SLS, il est souvent critiqué, souvent pointé du doigt, en tout cas vis-à-vis de ses retards. Qu'est-ce qui pose problème? La fusée, elle fonctionne en fait. Ça, quelque part, on peut critiquer plein d'aspects du programme, mais la fusée SLS, elle fonctionne. Donc ça, c'est un lanceur lourd capable d'envoyer pas loin de 100 tonnes. C'est déjà pas mal. Non, ce qui est très critiqué, c'est le coût. C'est qu'on prend des éléments qui étaient réutilisables dans le passé, les éléments de la navette spatiale, on en fait des éléments jetables, et notamment on prend les moteurs de la navette. Les moteurs qui sont des choses extraordinaires, qui volaient, qui étaient remis en service, qui revolaient à chaque fois. Là, on en fait des éléments qui vont tomber dans l'océan à la fin de la mission. Et malgré ça, on reprend des éléments anciens et ça va coûter, on estime, autour de 2 milliards de dollars par vol. Donc c'est très très cher. Et 4 milliards avec la capsule. 4 milliards par lancement hors coût de développement. Non, mais c'est ahurissant. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas copié Apollo, c'est de faire différemment et de faire dans une vision. La vision d'Artemis, c'est de dire on va y retourner sur la Lune, on va y retourner pour y rester. Apollo, c'était 6 missions. Et après Apollo 18, la NASA a dit on arrête, ça coûte trop cher et ça n'intéresse plus personne. Et donc là, maintenant, la logique politique, c'est de dire ok, on y est allé il y a 60 ans, mais là maintenant, on va faire beaucoup mieux, on va y aller, on va rester, on va faire un village permanent, une base permanente sur la Lune. Déjà, il faut y retourner, donc là on voit que c'est compliqué, on en parle. Et une des ambitions, c'était de faire moins cher qu'Apollo.
Donc on voit que là, on n'y est pas du tout. On est avec une fusée qui est moins performante que Saturn V et qui coûte un prix fou. Alors qu'est-ce qui fait que ce budget explose? C'est uniquement dû au lanceur, au SLS? C'est plein de choses. C'est le fait d'avoir un choix industriel qui n'est pas défini par des ingénieurs, mais par des politiciens à Washington. Donc ça, on voit que ça devient des choix techniques qui sont assez fous. L'autre chose, tient peut-être à l'administration de la NASA elle-même, qui est devenue une administration assez pléthorique, avec une multiplication des échelons intermédiaires, des chefs, des petits chefs, des sous-chefs. Et c'est une administration qui est aussi très lente. On l'a vu malheureusement avec de nombreux programmes. En fait, c'est pas la première fois qu'on a un programme qui cafouille. Par le passé, il y avait les ambitions. George Bush Senior voulait envoyer des Américains vers Mars. Et il y a eu tout un programme qui a été lancé, des milliards dépensés. Ils ont abandonné au bout de quelques années parce que c'était irréaliste, c'était trop lourd, trop compliqué, et qu'on ne savait pas le faire. Donc là, on abaisse la barre, on dit maintenant on va aller vers la Lune, et on voit que c'est compliqué, on voit que c'est difficile. Les retards s'accumulent, on le disait. Est-ce qu'il y a déjà temps de parler de possibles échecs? Ça me paraît un peu tôt de parler d'échecs, mais en tout cas... 3 ans de retard, c'est pas assez pour commencer à envisager l'échec? Non, je pense pas. Moi, je m'interroge en cas d'imprévu. Voilà, les astronautes dans la capsule Ariane, ils meurent. Que fait les États-Unis? C'est dur de prévoir. Ils persistent, ils disent on arrête les frais, on va partir sur autre chose. Je ne sais pas quel serait l'impact, c'est impossible à prédire, je pense, ce genre de choses. Mais ça m'interroge. C'est quand même une vraie exploration humaine, risquée, dangereuse, sans aucune fascination morbide. Mais juste, voilà, je prends la mesure que c'est quelque chose qu'ils vont tenter, qui est difficile et qui n'est pas certain de réussir. Donc à ce là je suis curieux de le regarder. Mais après, ils ont investi tellement d'argent qu'il serait étonnant qu'ils n'aillent pas au bout, même avec beaucoup de retard. En fait, on l'a vu après les accidents de la navette spatiale, Challenger et Columbia. Donc à chaque fois, ils perdent l'équipage entier. Il y a un énorme choc, il y a de l'émotion, mais le programme continue. C'est quand même des catastrophes avec 7 morts à chaque fois. Voilà, le programme a redémarré, ils sont retournés en vol et ils ont passé outre. Donc je pense que la décision, elle sera vraiment politique. Je ne crois pas trop à l'idée d'un échec. Je pense que les retards peuvent s'accumuler et que le programme devienne tellement cher qu'on oublie l'idée de base qui était de retourner sur la Lune pour durer. Qui est une idée qui est aussi très critiquée parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur la Lune, objectivement. Enfin, c'est désolé, il n'y a pas d'atmosphère, il fait très très froid la nuit, très très chaud le jour. La poussière, elle est hyper abrasive. Enfin, c'est vraiment un environnement qui est hyper hostile. Ça ne serait même pas un premier pas vers Mars? C'est pas très intéressant, c'est pas le marchepied pour mettre l'échelle et aller vers Mars, c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est un marchepied avec des barres en barbelé, quoi. Par certains côtés, l'environnement lunaire est plus difficile à gérer que la surface de Mars. Justement parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, parce que l'alternance jour-nuit est très longue. Une journée dure 27 jours, c'est le cycle lunaire. C'est quand même l'objectif initial de construire ces bases lunaires. Donc si on l'abandonne, on abandonne quand même une grande partie de la Oui, mais on peut dire que les Américains sauvent la face s'ils envoient des astronautes, ils retournent sur la Lune et ils montrent qu'ils sont de nouveau capables de faire ce qu'ils avaient fait de 69 à 72. Oui, où ils établissent une base lunaire, il y a quelques modules gonflables par exemple, et de temps en temps, une fois par an, ils envoient trois personnes pour sauver la face. C'est envisageable. Ce serait pas très intéressant. Il n'y aurait pas l'écosystème lunaire qu'ils veulent créer, ou pour lequel il y a toute une industrie privée qui s'est mise sur les rangs. Et encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas d'alunisseur, donc ça reste quand même le point. Donc trop tôt pour parler d'échecs. Les États-Unis y croient toujours. Elon Musk a même consenti à lâcher pour le moment, en tout cas dans le discours, sa course vers Mars pour se consacrer au retour vers la Lune. Pourquoi? On en est là? C'est la mobilisation générale? Il y a un peu de ça. En fait, Elon Musk a une pression énorme là. Il avait dit, moi je vous prépare un vaisseau fantastique, ça s'appelle Starship, et avec ça, vous pourrez, au passage, on pourra aller sur la Lune facilement, et après aller sur Mars. On a eu 11 vols d'essai de la fusée Starship, et pour le moment, le développement est loin d'être terminé. On voit que c'est très compliqué. Le vaisseau Starship, là, il fait 60 mètres de haut. C'est la taille de Ariane 6, la fusée européenne la plus puissante qu'on ait. Il a fait Falcon 9 contre la première fusée réutilisable, contre l'avis de tout le monde qui pensait que c'était irréalisable. Non, il y arrive. Il y arrive. Et du coup, avec Starship, on a cette tentation de se dire peut-être qu'il va quand même y arriver finalement. Mais avec ce doute, parce que tant qu'il n'y est pas arrivé, c'est difficile d'y croire. Et tant qu'il n'y est pas arrivé, il n'y a pas de moyen de poser un Américain sur la Lune. Donc on a beau avoir les SLS et les capsules Orion, il
Il manque la dernière étape. Il manque la dernière étape, qui est quand même le plus important, c'est de se poser sur la Lune. Et alors justement, au chapitre des déconvenus, juste avant la diffusion de cette émission, Jared Isaacman, le patron de la NASA, a surpris son monde lors d'une conférence de presse, annonçant qu'Artemis 3, donc le 3e vol du programme, ne sera finalement pas celui qui se posera sur la Lune. Il faudra attendre Artemis 4 en 2028. Et alors Cyril Van Lerberghe, Artemis 3 a été changé en un vol de test pour tester, je cite, 1 ou 2 atterrisseurs. 1 ou 2, ça veut dire qu'Elon Musk peut se faire doubler s'il n'arrive pas à fournir son atterrisseur? Il y a Blue Origin, il y a Jeff Bezos qui dit écoutez, moi j'ai un projet un peu moins sexy que votre Starship. On prend un peu un module d'Apollo comme le LEM, avec des gros réservoirs, 4 pattes, un truc ultra léger, on met les 4 astronautes dedans et voilà. Et ça, c'est envisageable en dernier recours? Oui, c'est de changer simplement d'atterrisseur? Oui, il a commencé un petit peu, il y a des pré-contrats parce que ils ont signé des contrats, donc ils ont commencé le développement de cet alunisseur. Donc la NASA commence déjà à se dire, à essayer de réfléchir à un plan B. C'est le plan B, de dire si Elon Musk n'est pas prêt, que c'est le Starship, ça ne marche pas. Il y a quand même Jeff Bezos et Blue Origin qui sont là et qui peuvent peut-être avancer leur programme, mettre les bouchées doubles. Est-ce que c'était si compliqué à l'époque Apollo, ces jeux entre industriels, etc. Est-ce que c'est l'incursion des grandes entreprises privées dans le secteur spatial? Alors en fait, à l'époque d'Apollo, il y avait une répartition industrielle qui était très claire. C'est-à-dire qu'il y avait un parti de l'industriel qui avait tel étage de la fusée, un autre industriel qui avait tel étage. La capsule était donnée, je crois que c'était Northrop Grumman. Le module d'alunissage, c'était un autre industriel. Donc c'est une répartition des rôles qui était à la fois très claire, et tout ça sous maîtrise d'œuvre de la NASA, qui avait une pression politique maximale pour pas se faire doubler pour faire mieux que les Russes, parce qu'il y avait eu un certain Yuri Gagarin qui avait humilié l'Amérique en étant le premier homme dans l'espace. Donc il y avait une course incroyable, une pression politique énorme, des moyens presque illimités, un budget qui était vraiment colossal. Enfin, on estime que c'est plus de 100 000 personnes qui ont bossé sur le programme Apollo aux États-Unis pendant les années 60. Donc c'est colossal. Enfin, c'est un effort industriel monstrueux. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui fait dire aux gens qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune, enfin, c'est quand même 100 000 personnes qui ont donné des bonnes années de leur vie pour réussir cet exploit. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais ça a mobilisé l'Amérique comme jamais. Là, on voit que Artemis, c'est quand même c'est pas le programme majeur de l'administration Trump aujourd'hui. C'est pas au cœur de l'ambition américaine face à la Chine, face au monde. Enfin, c'est un à côté, c'est du prestige, d'accord, mais ça reste un à côté. Et puis, il n'y a pas le RSS en face, effectivement, pour lutter, pour il n'y a plus l'URSS. En revanche, il y a la Chine. Cyril, pendant que la NASA accumule les retards, la Chine avance sur son programme lunaire. Est-ce qu'il est envisageable que les États-Unis soient doublés par la Chine pour ce retour sur la Lune? C'est tout à fait possible. Ouais. En fait, le programme lunaire chinois, il se fait un peu en coulisses, pas de manière cachée, mais avec un rythme qui nous paraît tellement apaisé d'un point de vue technique et politique que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont fait des choix techniques qui sont assez sages. Ils ont plutôt essayé de copier Apollo dans l'architecture. Et comme ils n'ont pas de lanceur lourd capable d'envoyer en une seule fois, ils n'ont pas de Saturn V capable d'envoyer de 100 tonnes, ils ont décidé de faire comme de Apollo, mais avec 2 fusées. 2 fusées déjà assez lourdes, assez grosses, très, très, très costauds. Et donc 2 fusées qui envoient le module de voyage qui va aller vers la Lune, la capsule qui revient sur Terre et le module qui atterrit sur la Lune. Donc quelque part, c'est beaucoup moins ambitieux que ce que veulent faire les Américains. C'est aussi beaucoup moins risqué. Et toutes les phases du développement, pour le moment, de ce que montrent les Chinois, c'est qu'ils sont complètement dans les temps pour réussir à leur objectif qui est de mettre un Chinois sur la Lune en 2030. C'est pas de la fanfaronnade, c'est pas du tout de la science-fiction. C'est un programme qui avance. Et ils ont eu quelques difficultés sur les lanceurs, sur la partie lanceur lourd. Donc ils ont changé de solution, ils ont passé d'une fusée de longue marche à une autre, tout ça, mais ça va plutôt bien se passer. Enfin, les vols d'essai de la capsule, du système de sauvetage de la capsule. Ça, c'est la stratégie anti-Musk. Ils ont donné une échéance relativement lointaine mais crédible. Elle n'a pas changé depuis des années. Ils ont choisi des solutions techniques les plus plausibles, les plus faisables en fonction de leurs moyens. Et pour l'instant, ils s'y tiennent petit à petit. Et tous leurs programmes robotiques
non seulement a rempli ses objectifs, mais au-delà des espérances, ils avaient à chaque fois un alunisseur de secours ou un vaisseau de secours qu'ils ont pu finalement adresser à une autre mission plus complexe, parce que la première avait parfaitement fonctionné. C'est pour ça qu'ils sont allés sur la face cachée de la Lune et qu'ils en ont ramené des échantillons. C'était pas prévu à l'origine, mais le premier atterrissage a tellement bien marché qu'ils ont pu faire le deuxième. Et pour l'instant, tout se passe comme ça. Ils ont leur station spatiale habitée, il y a des taïkonautes en orbite quasiment en permanence. On en entend peu parler, les gens sont moins au courant, mais ils ont des capacités pour envoyer des astronautes dans l'espace déjà. Quelque part, toutes les briques de base ont l'air d'être là. Que fait l'Europe au milieu de tout ça? On regarde. C'est tout? Ben non, mais... Aucune collaboration? On participe, l'Europe participe donc, à un élément de la capsule Orion, donc il y a le module de service, c'est lui qui lui fournit de l'électricité, de l'oxygène, de tout ce qui est nécessaire pour maintenir les astronautes en vie. Et la propulsion. Donc tout ça, c'est quand même à la fois hyper important, mais quelque part aussi presque invisible. Quand il y a eu la mission Artemis 1, qui a testé la capsule Orion, eh bien, on voyait très très bien les logos NASA sur la capsule. En revanche, il n'y a pas de logo ESA sur le module de service, pour des raisons de protection thermique. La partie européenne, voilà. De la chaleur. Ouais. Donc, et il y a forcément des arguments quelque part, mais en termes d'image, c'est catastrophique. En fait, on est passager avec eux, on leur fournit un système qui est indispensable. S'il n'y a pas le module européen, il n'y a pas de capsule Orion, il n'y a pas d'astronautes, et il n'y a pas d'Américains sur la Lune. Et en même temps, on est captif, c'est-à-dire qu'on est dans le programme à la merci des volontés politiques. L'ambition de l'Europe, c'était aussi d'envoyer des astronautes européens sur la Lune. En se disant, s'il y a Artemis 4 qui se pose avec des Américains, ok, peut-être que dans Artemis 5, Artemis 6, 7, il y aura une place pour un Européen. Et on voit les relations entre les États-Unis et l'Europe aujourd'hui, on l'imagine très très mal. Donc en fait, on n'a pas de moyens d'envoyer d'astronautes dans l'espace, toujours pas. Donc nos astronautes, ils décollent soit avec une capsule Soyouz pour aller vers l'ISS, soit avec une capsule Dragon de SpaceX pour aller vers l'ISS. À bord de l'ISS, il y a un module européen, ok, mais on n'a pas de moyen d'y aller tout seul. Et de toute façon, en 2030, c'est fini, l'ISS se termine. Donc on est vraiment passager, c'est pas très agréable comme situation. Hein. Ouais, on n'a jamais rien développé en fait. Enfin, les quelques projets de vol habité ont été abandonnés dans les années 80, il n'y a rien... Il n'y a rien eu, et l'Europe n'a jamais aluni sur la Lune, par elle-même. Le Japon a réussi, la Chine a réussi, l'Inde a réussi. Bon, l'Europe n'a pas essayé. Des alussages automatiques, des sondes. Oui, même ça, l'Europe ne l'a pas fait. Donc, après, il n'y a pas eu la volonté de le faire. Et l'Europe a atterri dans certaines mesures sur Titan, ce qui est probablement plus difficile. Il n'y a pas eu la volonté politique de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas les programmes développés de manière indépendante. On se raccroche surtout aux États-Unis, parce que ça permet d'économiser de l'argent. Mais du coup, il n'y a pas de place garantie. Les seules places garanties qu'on ait, c'est des places à bord de la capsule Orion, mais avec peut-être un astronaute qui restera en orbite ou dans la station spatiale lunaire. C'est la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que ça veut dire sur les astronautes qui vont voyager? Est-ce qu'ils seront tous américains? Non, il y aura des... Alors là, donc là, Artemis 2, il y a un Canadien, parce que le Canada fournit le bras robotique de la station Lunar Gateway, une station qui a été sauvée par le Congrès, là, justement en remontant un peu les budgets qui avaient été coupés par Trump. Cette station, elle va tourner autour de la Lune et servir en fait en gros de point de relais entre la capsule Orion et l'alunisseur. Sauf que c'est absolument pas indispensable. Cette station, elle va coûter cher. Une partie des modules sont fabriqués en Europe, officiellement fabriqués par Northrop Grumman, mais c'est Northrop Grumman qui délègue à Thales Alenia Space la fabrication de ces modules. Donc ces modules, on ne sait pas s'ils décolleront un jour autour de la Lune. Est-ce qu'il y aura un Européen qui ira à bord pour s'en occuper? Tout ça, c'est des incertitudes qui sont liées au programme Artemis. Il y aura probablement un Japonais sur la Lune avant l'Europe pour l'instant. En tout cas, la JAXA propose un espèce de rover lunaire qui plaît beaucoup à la NASA, et donc ils auraient une place avant les Européens. L'Europe réfléchit à un alunisseur robotique de fret lunaire pour se garantir une place sur la Lune, ce qui n'est pas sûr. Pour l'instant, elle a des places à bord de Orion, mais peut-être juste pour aller vers la station spatiale lunaire et pas se poser à la surface. Est-ce qu'il y a un risque réel d'annulation si ces retards continuent? En l'absence de solutions alternatives, ça paraît difficile d'imaginer les États-Unis renoncer à ça. Ce serait un espèce d'énorme camouflet, même par rapport à l'opinion publique américaine, vis-à-vis de la Chine, ce serait très difficile. Soyons un peu plus optimistes. Alors, si tout se passe bien, quand est-ce qu'on verra des astronautes sur la Lune?
Quelles sont les nouvelles échéances? Le 13 mars 2028. Merci, voilà, Elon Musk. mark my word. Moi, le planning qui me paraît le plus sûr, c'est le planning chinois. C'est pas impossible. Donc je trouve qu'il y a trop d'inconnus en fait pour dire, du côté américain en tout cas, dire une date. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui commencent à être raisonnablement convaincus que la Chine peut arriver avant les Américains, que c'est pas de la science-fiction. Vos pronostics, est-ce qu'on va y arriver sur la Lune? Est-ce qu'on va y retourner? On a réussi une première fois et je vois pas de raison pour lesquelles on pourrait pas réussir. Il y a la volonté politique en Chine, il y a la volonté politique aux États-Unis. C'est les deux plus grandes puissances aujourd'hui. De mon vivant, je verrais des êtres humains marcher sur la Lune. Sur Mars, j'en suis pas sûr. Pareil, oui. On va retourner sur la Lune. Enfin, les Américains et les Chinois vont retourner sur la Lune. En revanche, là où j'ai plus de doutes, c'est sur les plans à plus long terme, y rester. Et alors la vraie dernière question, le vrai pronostic, puisque nous sommes, nous Européens, spectateurs, vous l'avez dit, qui en premier, la Chine ou les États-Unis? Moi, aujourd'hui, je parierais sur la Chine. Moi aussi. Et vous, dites-le nous en commentaire. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Planétarium.